Bonjour. Le but de ce module est de présenter le concept de TEM, Threat and Error Management, ou en français, la gestion des menaces et des erreurs. Le terme important est gestion. S'il est possible de supprimer certaines menaces et erreurs, il est tout à fait illusoire de vouloir exercer notre activité dans un environnement où elles auraient totalement disparu. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Tout d'abord, une présentation du concept TEM, en y incluant une définition et des précisions sur les menaces, les erreurs, les états indésirables et les barrières. Et pour terminer, comment utiliser le concept en instruction. Nous allons de fait construire ensemble la fiche de la Fédération française de vol en planeur qui présente le concept de gestion des menaces et des erreurs. Voyons tout d'abord une présentation du modèle TEM. Pour ce faire, nous allons nous baser sur un incident relaté par un REX. Cet incident est le suivant. Un pilote de planeur indique dans son REX avoir subi en remorquage un décollage difficile. Il nous indique qu'il se rend compte relativement tardivement qu'une grande partie de la piste a été avalée et que le remorqueur n'a pas décollé. Finalement, l'ensemble de l'attelage décolle, mais le bout de piste est passé à une hauteur faible. Le modèle nous dit que cet incident résulte de ce qu'on appelle un état indésirable. En l'occurrence, les aérofreins n'étaient pas verrouillés au moment du décollage. Un état indésirable résulte toujours d'une erreur. Dans notre cas, l'erreur est de ne pas avoir fait correctement le CRIS et d'avoir oublié le verrouillage des aérofreins. L'erreur peut dans certains cas résulter d'une menace. Dans notre exemple, le pilote dit qu'il a été distrait par une conversation avec l'aide de piste, ainsi que par la présence de mouches dans le cockpit qu'il a chassées pendant le CRIS. Le modèle présenté est relativement simple, nous allons le compléter un peu. Nous avons vu précédemment que des erreurs peuvent survenir suite à des menaces non traitées correctement, mais ces erreurs ne représentent que 20% des erreurs totales. Ce chiffre a été relevé lors d'audits dans des compagnies aériennes. Ce qui veut dire que 80% des erreurs sont faites directement par les pilotes, et l'imagination à ce niveau est sans limite. De la même manière, un certain nombre de menaces peuvent être liées aux pilotes. Le pilote du REX a indiqué que cet incident a eu lieu après une période de travail intense et après un rhume. Ces facteurs qui peuvent avoir influé sur sa performance auraient pu être pris en compte au titre des menaces pour ainsi dire internes et l'amener par exemple à augmenter ses marges. Nous avons maintenant un modèle TEM relativement simple, qui permet a posteriori d'expliquer un événement. Ce qui nous intéresse, c'est d'éviter l'incident ou l'accident. L'idée est de traiter les menaces, les erreurs et les états non désirables pour stopper la progression de l'événement. Comment faire? Une menace doit être si possible anticipée ou détectée si elle survient de façon inopinée et des stratégies d'atténuation mises en œuvre. Le pilote doit agir pour obtenir un résultat. Dans le cas de l'erreur, il faut la détecter puis la corriger. Là encore, agir pour obtenir un résultat. Parfois, son action résulte en une nouvelle erreur. On parle alors d'erreur additionnelle. Enfin, pour l'état indésirable, même combat. Reconnaître et récupérer. Action, résultat. Là aussi, parfois, le résultat est une nouvelle erreur. Ce qui nous importe, ce n'est pas la menace, l'erreur ou la situation indésirable, mais l'action effectuée par le pilote et surtout le résultat pour éviter d'aller jusqu'à l'incident ou l'accident. Agir pour obtenir un résultat, voici un point clé de ce modèle TEM. Cela nous donne une ébauche de notre affiche sur la gestion des menaces et des erreurs. Voyons maintenant comment nous pouvons traiter ces menaces, erreurs et états indésirables. Nous allons pour cela nous appuyer sur un modèle relativement connu en aviation, le modèle de Reason, qui est en fait utilisé dans toutes les industries à risque. Il se base sur le fait qu'en mettant en place des barrières en nombre suffisant, cela permet d'éviter la propagation d'un événement jusqu'à l'accident. C'est ce qui est fait actuellement pour la crise du Covid-19. On parle fréquemment de gestes barrières,
c'est exactement le même concept. On multiplie les gestes barrières pour éviter que la maladie ne se propage. En aviation, les barrières sont diverses et variées. Elles seront détaillées plus loin. Toutefois, on note que ces barrières présentent des trous. On peut appeler cela des faiblesses. Ce sont les faiblesses du système ou du pilote. Si les trous sont alignés, l'événement peut se propager. Mettre en place plusieurs barrières permet d'éviter d'aligner les trous et donc de limiter le risque d'aller jusqu'à l'incident ou l'accident. Voyons les barrières qui sont utilisées dans le modèle TEM de la Fédération française de vol en planeur. Elles sont de différentes natures. Il y a des barrières qui sont mises en place de façon collective, qui sont les barrières liées à la réglementation, à la formation, aux règles internes d'un club, au REX. Ces barrières permettent d'atténuer un certain nombre d'effets. Et il y a les barrières individuelles, qui sont la propriété de chaque pilote. Elles sont représentées en couleur et elles seront vues en détail un peu plus loin. Les barrières collectives et individuelles s'ajoutent. Elles fonctionnent en série. Les barrières collectives alimentent les barrières individuelles. On bouche les trous des barrières individuelles de chaque pilote en faisant de la formation et en diffusant des REX par exemple. Enfin, les barrières collectives et individuelles sont alimentées par les remontées du terrain. Chaque fois qu'un événement se produit, une réflexion sur cet événement peut amener individuellement ou collectivement à renforcer les barrières collectives, soit en renforçant la formation, soit en modifiant la réglementation, soit en rendant le pilote conscient des faiblesses qu'il peut avoir. Rajoutons ces barrières dans notre modèle et au bas de la fiche de façon détaillée. Le pilote doit appliquer ces barrières à chaque moment. Elles doivent permettre de stopper la progression d'un événement en empêchant qu'une menace ne se transforme en erreur, qu'une erreur ne se transforme en état indésirable et qu'un état indésirable ne se transforme en incident ou en accident. Enfin, le vol à voile se pratique en équipe. Que ce soit pour la préparation de la journée, la sortie des planeurs, l'activité en piste ou le remorquage, chaque participant possède son propre jeu de barrières pour faire du TEM. Prenons l'exemple du remorquage. Le remorqueur a son propre jeu de barrières, tout comme le pilote de planeur et l'assistant d'aile. Lorsqu'une menace est détectée, elle doit faire l'objet d'une stratégie qui doit être partagée par toute l'équipe. Le meilleur moyen est d'en discuter, le briefing étant un support adapté. Le briefing du matin d'une journée de vol est naturellement le moment de partager les menaces, de mettre en place des stratégies, mais parfois une simple phrase peut suffire à partager une menace. Si le pilote du planeur indique au remorqueur que son planeur est lourd et que la vitesse minimale de remorquer est de 130 km/h, il a partagé la menace, il a proposé une stratégie, et tout le monde a la même vision de la phase de vol à venir. Revenons plus en détail sur les menaces. Nous allons commencer par la définition d'une menace. La menace, c'est un événement, prévisible ou non, indépendant du pilote, mais qui requiert une action de sa part pour éviter d'avoir une conséquence négative sur le vol. On en a déjà parlé, plus que la menace en elle-même, c'est la réponse du pilote et la conséquence sur le vol qui est importante. Comme nous l'avons vu, une menace doit être anticipée. Et si elle n'a pas été anticipée, il faut la reconnaître. On donnera des exemples plus tard. Dans tous les cas, il faut l'atténuer. Atténuer une menace, ça veut dire quoi? C'est mettre en face de cette menace une stratégie pour la contrer. C'est la partie délicate de la chose. Souvent les stagiaires ont tendance à lister les menaces et à ne pas mettre de stratégie en face. Si la menace est bien traitée par le pilote, elle n'aura pas de conséquences. L'événement sera stoppé. Ou, si le pilote ne l'a pas traitée ou maltraitée, il peut en résulter une erreur. Les menaces peuvent être classées en familles. Commençons par les menaces internes qui, on l'a vu, sont liées au pilote. Nous avons déjà parlé de la fatigue. On peut également citer le stress, le manque d'expérience récente, ou le vol à deux pilotes où on ne sait pas qui est vraiment le commandant de bord, etc. La liste n'est pas exhaustive. Voici quelques exemples de menaces liées au pilote. Un état de fatigue avec, en conséquence, un état de vigilance non satisfaisant. Ou alors, un premier vol de la saison sur un type de planeur peu pratiqué, avec pour conséquence des difficultés à utiliser les volets de courbure liées à l'ergonomie de ce type de planeur. Et voici des exemples de menaces liées à la machine.
Cela peut être une particularité machine, une ergonomie particulière, une masse élevée, un équipement qui ne fonctionne pas ou encore une sortie de maintenance. Voici des REX faisant état de ce type de menace liée à la machine. Une panne en vol avec des soucis d'aérofrein. Ou un souci au départ avec de la buée sur la verrière. Voici maintenant quelques exemples de menaces externes liées à l'environnement. Les obstacles, l'état de la piste, la température élevée, les turbulences, etc. Il y a une autre menace qu'on peut appeler les autres. On y reviendra plus tard. Voici des REX faisant état de ce type de menace externe. Le risque aviaire ou, plus surprenant, le terrain de décollage qui devient inutilisable pour se reposer. Revenons rapidement sur la menace les autres. En fait, les autres peuvent être une menace parce qu'ils font des erreurs, parce qu'ils nous interrompent pendant une tâche, on a vu ça plus haut avec l'exemple d'une discussion pendant le CRIS, parce que l'ambiance générale qu'ils créent peut être source de difficultés, parce qu'ils nous mettent la pression pour aller plus vite et ne pas faire toute la procédure, etc. Naturellement, par symétrie, je suis l'autre. Je peux être une menace par mes erreurs, mes interruptions, l'ambiance que je crée, la pression que je mets. Voici des exemples de ce type de menace. Une menace induite pour des raisons économiques. Le remorqueur ULM est privilégié par rapport au remorqueur, bien que son utilisation soit plus délicate en conditions turbulentes. Ou une menace induite par des circuiteurs qui mettent la pression sur les assistants et les pilotes remorqueurs pour accélérer les décollages. Certaines menaces sont anticipables, parfois avant la journée du vol, comme par exemple celles liées à la météo, l'état de la piste ou les NOTAM. Une menace peut être aussi complètement inattendue, comme une panne ou une casse de câble. Il y a des menaces qu'on peut caractériser comme latentes. Elles ne sont en général pas directement observables par les pilotes, mais peuvent se révéler à l'occasion d'un incident. Elles sont parfois la conséquence d'une erreur de quelqu'un d'autre. On peut retenir dans cette famille les erreurs de conception, de réparation, de remontage, ou même un problème organisationnel. Voici un REX qui informe de la découverte, lors d'un démontage, d'un objet n'appartenant pas au planeur. Atténuer l'effet d'une menace, c'est mettre en place une stratégie pour éviter que cette menace n'ait de conséquences. Imaginons qu'on n'a pas volé depuis longtemps, qu'on a été malade ou qu'on a eu un souci physique. Cette situation induit une menace. Atténuer cette menace, c'est par exemple de demander à faire un vol avec un instructeur. La deuxième façon d'atténuer l'effet d'une menace, c'est de l'éviter. Par exemple en modifiant un cheminement pour éviter une zone dangereuse ou compliquée à gérer. Finalement, un dernier moyen d'atténuer l'effet d'une menace, c'est de renoncer à un vol. Par exemple si le vent est trop fort. Pour atténuer une menace, il faut la détecter. Pour celles qui sont anticipables, c'est en préparant son vol qu'on peut le faire, en étudiant de façon consciencieuse la météo et les NOTAM. Pour les menaces inattendues, il faudra faire preuve de vigilance pendant tout le vol et bien respecter toutes les procédures, surtout pendant les phases délicates. Alors, comment détecter les menaces? Il est assez illusoire de vouloir lister l'ensemble des menaces possibles. D'autre part, en fonction du lieu et du type d'activité, les menaces ne sont pas les mêmes. Un club en montagne n'a pas les mêmes menaces qu'un club en plaine. Ce qu'on peut faire, c'est regrouper ces menaces par type, comme on l'a fait lors de leur présentation, et de se demander pour le vol considéré, quelles sont les éventuelles menaces liées au pilote, celles liées à la machine, et celles liées à l'environnement. Une façon de balayer l'ensemble des menaces, c'est d'utiliser cet acronyme PME, pilote, machine, environnement. Une autre façon de faire, c'est de se représenter soi-même comme pilote et de se demander quelles sont les menaces qui me concernent. Ensuite, se représenter assis dans le planeur et se dire quelles sont les menaces liées à ma machine. Et finalement, à l'extérieur de la machine, quelles sont les menaces liées à l'environnement. Il s'agit d'une méthode un peu plus visuelle pour se représenter le cheminement pour balayer tous les types de menaces.
On peut faire ça en vol, avant l'atterrissage. Est-ce que je me sens capable de me poser sur ce terrain? Est-ce que les performances de mon planeur sont compatibles avec la longueur de piste? Et est-ce que l'approche sur ce terrain présente des risques particuliers? C'est une autre façon de faire par rapport à l'utilisation d'un acronyme. Il n'y a pas de bonne manière de faire, il est par contre important d'avoir une méthode et d'utiliser cette méthode tout le temps. Voici quelques points clés pour clore ce chapitre. Il faut avoir un système simple pour balayer les menaces. En face de chaque menace, il faut mettre en place une stratégie d'atténuation. Et en équipe, partager les menaces et les stratégies associées en faisant un briefing. Parlons maintenant des erreurs. Une erreur est un écart observable par rapport aux procédures ou aux intentions du pilote. Elle requiert de sa part une action pour éviter d'avoir une conséquence négative sur le vol. Une erreur n'est pas intentionnelle dans le cadre du TEM, à ne pas confondre avec une faute ou une violation dont nous parlerons plus loin. Plus que l'erreur elle-même, c'est la réponse du pilote et la conséquence sur le vol qui ont de l'importance. Nous avons dit qu'il fallait détecter et corriger les erreurs. Il est quasi impossible de ne pas faire des erreurs pendant un vol. En fonction de ce que fera le pilote, le résultat sera aucune conséquence, une erreur additionnelle, qu'il faudra traiter de la même manière que l'erreur initiale, ou enfin un état indésirable. Voyons les différents types d'erreurs. Tout d'abord, les erreurs d'utilisation. Voyons quelques cas d'utilisation incorrecte de système qu'on retrouve souvent dans les REX. Comme par exemple une erreur de manipulation sur la commande de train. On oublie de rentrer le train après le décollage, et on le rentre au lieu de le sortir au moment de l'atterrissage. Ou encore on fait une erreur lors du branchement d'une commande, en remontant un planeur. Il y a aussi des erreurs de communication. Par exemple, la mauvaise interprétation d'un message du pilote de planeur par le pilote remorqueur. Des erreurs dans les échanges avec le contrôle aérien. Ou encore des erreurs dans la communication entre le FI et son stagiaire. Par exemple, un instructeur qui demande un virage de 60 degrés et le stagiaire qui comprend qu'il faut faire un virage à 60 degrés d'inclinaison. Autre exemple, une erreur de compréhension de la prochaine fréquence à utiliser qui a été donnée par le contrôleur, ce qui entraîne l'entrée dans une zone réglementée sans contact préalable. Il existe une dernière famille d'erreurs, ce sont les erreurs de procédure. Par exemple, on n'utilise pas la bonne page dans une documentation. Le briefing a été mal fait. La checklist est bâclée, ou le contrôle de l'action effectuée n'est pas fait. Voici des exemples. Un planeur en vol avec le tube pitot démontable qui n'a pas été remis en place. Ou un pilote qui décolle sans avoir la main sur la poignée jaune, ce qui génère un retard au largage lors d'un cheval de bois et une casse du planeur. Faisons un petit aparté sur la faute ou la violation. Il s'agit d'une déviation intentionnelle qui n'est pas appropriée à la situation. Cela peut être l'envie de mieux faire ou de faire plus vite, mais c'est le plus souvent le résultat d'une négligence, d'un refus des règles ou de l'indiscipline. En fait, faire une faute ou violer une règle, c'est comme si on prenait toutes les barrières et qu'on les jetait à la poubelle. Dans ce cas, il n'y a plus de filet de sauvegarde. On rappelle que les événements induits par les erreurs sont traités en appliquant la culture juste. Ce n'est pas le cas pour les fautes ou les violations. Voyons les points clés concernant les erreurs. Les erreurs sont inévitables. La solidité des barrières permet d'en minimiser les conséquences. Une violation ou une faute est équivalente à la suppression de toutes les barrières de récupération. Parlons maintenant des états indésirables. Un état indésirable est un état du planeur qui n'est pas conforme à ce qu'il devrait être, et ce en raison d'une erreur non détectée ou mal gérée. Cet état requiert une action de la part du pilote pour obtenir un résultat. Cet état indésirable doit être reconnu et doit être récupéré.
En fonction de la réponse du pilote face à un état indésirable, il peut ne pas y avoir de conséquences, le pilote peut faire une erreur additionnelle, soit cela conduit malheureusement à un incident ou un accident. Voici des exemples de Rex décrivant des états indésirables. Un pilote très surpris lorsque son planeur est parti à cabrer suite à un décollement du scotch d'étanchéité de sa profondeur. Il s'agissait là d'une menace latente. Autre exemple, un pilote qui a pénétré dans une zone sans autorisation. Ou enfin, un pilote qui se rend compte a posteriori que son planeur ne respecte pas les limitations de masse et de centrage. Comme point clé, on peut retenir que, comme pour les erreurs, c'est la solidité des barrières qui permet de minimiser les conséquences d'un état indésirable. Justement, nous allons maintenant détailler les barrières. Il y en a 6 sur la fiche. Elles existent par elles-mêmes et sont renforcées par la formation, l'encadrement des activités, l'exploitation des retours, l'expérience et le travail personnel. Pour mettre en œuvre ces barrières, il faut un niveau correct des compétences. Enfin, c'est également les compétences qui permettent la consolidation des barrières. Les faiblesses sont autant d'opportunités laissées à la progression d'un événement. Malheureusement, les trous sont présents de manière structurelle. Parfois, la formation est incomplète, l'encadrement est peu présent, ou encore les FI ou encadrants manquent d'exemplarité. Les barrières existantes, même quand elles sont solides, peuvent être affaiblies par l'érosion des compétences, la désinvolture, le sentiment d'impunité, l'émulation, voire les pseudo-bons conseils distillés au bar de l'escadrille. L'entraînement régulier est un excellent moyen de conserver des barrières solides. Voyons en détail l'ensemble des barrières, en commençant par la première, procédure consigne. Elle contient l'ensemble des procédures à appliquer par le pilote. C'est en quelque sorte l'écosystème procédural dans lequel évolue le pilote. On y retrouve les règles de l'air, le manuel de vol, les consignes fédérales ou locales. La deuxième barrière est celle de la surveillance-vérification. Nous avons déjà noté que l'activité vélivol est en partie collective. Mise en piste, remorquage, treuillage, etc. Cette barrière fonctionne si chacun s'assure que tout le monde applique bien les procédures et intervient le cas échéant pour corriger un écart. Est-ce que les trolleys sont bien retirés? Est-ce que la zone de cheval de bois est bien dégagée? Etc. D'un point de vue individuel, cette même barrière inclut le concept primordial de l'action contrôle. Elle fonctionne si quand on vient d'effectuer une action, on vérifie ce qu'on vient de faire et que le résultat est conforme aux attentes. Par exemple, je sors le train, je vérifie que la poignée est bien verrouillée et sur le verre. On peut noter que le FI met en œuvre cette barrière pour surveiller et vérifier ce que fait son stagiaire. La troisième barrière correspond au checklist. C'est une barrière évidente. Elle va nous protéger en nous faisant vérifier que les actions importantes ont bien été faites. Qu'elle soit faite en do-list ou en checklist, elle ne peut être efficace que si on se donne les moyens, notamment en temps, de l'appliquer correctement. Vient ensuite une barrière système-alarme. C'est l'ensemble des systèmes de sécurité qui permettent d'alerter, voire de sauvegarder le pilote. On peut y inclure le FLARM, les fusibles sur les câbles de treuil, les alarmes visuelles et sonores, et enfin, en dernier recours, le parachute. Il y a une autre barrière qui est simple à définir en anglais, c'est la barrière airmanship. En français, la traduction littérale serait « le sens de l'air ». Mais ça ne suffit pas. On peut plutôt dire qu'il s'agit de l'art de savoir voler, ou que c'est l'utilisation de l'ensemble des compétences pour mener le vol de façon sûre. Et enfin, la dernière barrière est une barrière atypique. C'est la barrière chance. Il ne s'agit pas de la chance de n'avoir rien cassé lors d'un incident ou d'un accident, puisqu'elle est censée intervenir, on le rappelle, avant qu'un incident ou un accident se produise. En fait, cette barrière chance, c'est l'intervention extérieure de quelqu'un qui permet de récupérer une menace, une erreur ou un état indésirable.
C'est par exemple l'assistant qui tient l'aile qui détecte et nous informe avant le décollage que l'antenne de compensation n'est pas branchée ou que le câble de treuil a été accroché sur le crochet de remorquage. Voici les points clés de ce chapitre sur les barrières. Les barrières présentent de facto des faiblesses. Le travail personnel pour maintenir ses connaissances et compétences, ainsi que l'entraînement régulier, permettent de renforcer nos barrières. Voyons maintenant comment utiliser le concept TEM en instruction. Rappelons tout d'abord que le FI est un acteur important de l'activité Vélivol. Il doit bien sûr connaître le principe du TEM, mais il doit surtout l'appliquer et l'enseigner. Le FI doit construire et renforcer les barrières de son stagiaire. Pour cela, il doit développer ses compétences. Rappelons que pour un pilote de planeur, il a été défini 7 compétences. La compétence connaissance, représentant le savoir, les compétences procédure et pilotage, représentant le savoir-faire, enfin les compétences communication, conscience de la situation, gestion de la charge de travail et décision, représentant le savoir-être, c'est-à-dire le comportement. On les appelle également les compétences non techniques. Par l'observation, le FI doit savoir détecter les faiblesses des barrières de son stagiaire. Ensuite, en débriefing, il pourra déterminer avec le stagiaire quelles sont les compétences qui présentent des faiblesses et trouver des solutions pour corriger les problèmes. C'est ainsi que, leçon après leçon, il renforcera les barrières de son stagiaire. Prenons un exemple. Le FI note que le stagiaire débute sa vente arrière sans avoir fait le tout va bien continu Roger et ne s'en rend pas compte. Le FI récupère l'erreur. Il détermine donc que la barrière procédure-consigne présente un trou. Le travail du FI sera de déterminer quelle est la compétence en défaut qui entraîne ce trou dans la barrière procédure. Lors du débriefing, en discutant avec son stagiaire, il devra déterminer quelle compétence est en défaut. Ça peut être la connaissance, s'il ne sait pas ce qu'est le tout va bien continu Roger. Ça peut être aussi un problème de procédure, si le stagiaire connaît le tout va bien continu Roger, mais qu'il a oublié que cette procédure devait être faite avant de débuter la vente arrière. Ça peut être également un problème de gestion de la charge de travail, si le stagiaire n'arrive pas à prioriser les tâches en approche. Ça peut être encore un problème de pilotage, si le stagiaire a du mal à maîtriser le planeur et qu'il n'a pas assez de ressources pour faire autre chose en même temps. Dans certains cas, le FI est l'ultime barrière de récupération. C'est lui qui, en quelque sorte, représente la plaque chance de son stagiaire. Mais il faut être prudent. Les barrières du FI comportent également des faiblesses. Voici un REX sur une vérification non effectuée par le FI lors de la visite prévol et qui amène à un état indésirable à basse hauteur. Enfin, par son comportement, le FI doit veiller à ne pas créer des trous dans les barrières de son stagiaire. On a vu que le manque d'exemplarité ou les mauvais conseils pouvaient fragiliser ces barrières. Par exemple, une tentative de raccrochage en monte arrière est un très mauvais exemple à donner au stagiaire. Même si par ailleurs on lui dit de ne pas le faire, il se rappellera l'avoir fait avec son instructeur. Et si un jour il se retrouve en solo dans la même situation, il y a toutes les chances pour qu'il soit tenté de faire la même chose. En point clé, on retiendra que le FI connaît, applique et enseigne le TEM, et qu'il développe les compétences de son stagiaire pour renforcer ses barrières. Voilà pour terminer la fiche TEM au complet. On y retrouve le cheminement, menace, erreur, état indésirable, incident-accident, avec, entre chacun de ces éléments, les différentes barrières que nous avons étudiées. On y retrouve également les différentes compétences qui permettent de renforcer les barrières de nos stagiaires. Nous voici arrivés à la fin de ce module. Merci de votre attention et bon vol à tous.